Je m'appelle Jean-Michel Augourlian, je suis neuropsychiatre et j'exerce à Paris cette spécialité depuis de très nombreuses années, à l'hôpital américain, à Paris. Et bien entendu, je fais surtout de la psychiatrie générale, donc je m'intéresse à tous les problèmes neuropsychiatriques que peuvent avoir les patients. Alors, si vous voulez, la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, ce mot recouvre un ensemble de maladies très différentes, très diverses, très complexes. On appelle ça les démences de type Alzheimer, qui peuvent se manifester à différents âges de la vie, pas toujours d'ailleurs dans le 4e âge. Il y a des Alzheimer authentiques qui démarrent à 50, 55, 60 ans, donc ils sont gravissimes parce qu'ils interrompent la vie active d'un sujet qui travaille. Et alors, la grande difficulté, c'est la difficulté diagnostique, parce qu'effectivement, un des éléments clés du diagnostic de la maladie ou des maladies d'Alzheimer, des démences de type Alzheimer, c'est l'électroencéphalographie et l'IRM du cerveau qui montre une atrophie cortico-sous-corticale, c'est-à-dire une fonte du cortex cérébral, avec par conséquent un affaiblissement des capacités cognitives du sujet. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une discordance anatomo-clinique, c'est-à-dire que souvent il y a des signes cliniques qui apparaissent bien avant qu'on puisse voir quoi que ce soit sur l'électroencéphalogramme, soit sur l'IRM du cerveau, soit sur le scanner. Et ce sont ces symptômes-là qu'il faut essayer d'être, comment dirais-je, extrêmement vigilant pour dépister. Et notamment l'un d'entre eux qui est les troubles de l'humeur, c'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, parfois même 3 ans, 5 ans avant le déclenchement des vrais symptômes, se manifeste par des troubles de l'humeur, soit du côté dépressif, soit du côté euphorique. Euphorique, c'est rare, mais ça arrive. Des gens qui vous disent « tout va bien, je suis merveilleusement heureux, mon avion privé m'attend au Bourget, mon yacht m'attend en Méditerranée », alors qu'en fait, ils ont très peu de moyens de subsistance. Et alors, le plus souvent, au contraire, on a affaire à des gens qui présentent un état dépressif. Et là, le diagnostic différentiel est à ce stade-là quasiment impossible. Alors, quelle est la conduite à tenir sur le plan clinique? Je crois qu'il faut, en tout état de cause, traiter l'état dépressif, parce que là, nous avons des antidépresseurs et nous pouvons améliorer. Et si par malheur ça ne marche pas et que ça va évoluer vers l'Alzheimer, on n'aura pas perdu de temps, on n'aura rien perdu du tout, parce que de toute façon, les médicaments qui existent à l'heure actuelle pour traiter spécifiquement les démences de type Alzheimer sont des médicaments qui ne font que retarder l'évolution. Et malheureusement, nous n'avons encore aucun médicament capable de guérir ou de stopper l'évolution. Les troubles du comportement, les troubles, disons, de désorientation temporospatiale, les troubles de confusion, les troubles de la mémoire qui sont très importants, notamment sur la mémoire des faits récents, tout ceci appartient en propre, je dirais, à la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer ou de la démence de type Alzheimer constituée, lorsqu'elle est vraiment, à ce moment-là, diagnostiquée. Là, le diagnostic devient plus facile parce que le patient, d'abord, oublie au fur et à mesure, n'est-ce pas, ce qu'on lui dit ou ce qu'il fait. C'est ainsi, par exemple, qu'un patient célèbre était diagnostiqué parce qu'il lisait le même livre toujours à la première page. Parce que lorsqu'il arrivait à la fin de la première page, comme il avait oublié ce qu'il avait lu, il recommençait. Donc le livre n'a jamais avancé puisqu'il lisait toujours la première page. Mais de manière moins caricaturale, la bonne façon de diagnostiquer, ce sont des gens qui vous disent « Écoutez, notre papy ou notre mamie, il pose 25 fois la question. Quand est-ce qu'on va aller chez le médecin? Eh bien, 30 secondes après. Quand est-ce qu'on va aller chez le médecin? 30 secondes après. Et c'est quand le rendez-vous du médecin? Oui. Alors, c'est parce qu'ils oublient au fur et à mesure qu'on vient de leur répondre à cette question. Donc, les troubles de la mémoire portant essentiellement sur les faits récents, parce qu'ils se rappellent parfaitement ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, parfaitement. Les troubles du comportement, parce qu'évidemment, là, étant donné qu'ils oublient, ils peuvent faire des bêtises, notamment oublier le gaz, oublier d'éteindre ou de fermer la porte d'entrée, etc. Les troubles, désorientation temporospatiale, c'est-à-dire qu'ils prennent le jour pour la nuit, ou alors ils sortent en pyjama dans la rue à 3 heures du matin en pensant qu'ils sont tout habillés et en pensant que tout va bien et que c'est le moment de se lever, ou alors ils prennent leur petit déjeuner à 8 heures du soir, vous voyez, des machins comme ça. Donc désorientation temporospatiale et surtout, également fabulation compensatrice. C'est-à-dire que, comme ce sont des gens souvent très intelligents, qui ont fait une carrière, etc., ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose qui ne va pas,
Et donc ils compensent, c'est-à-dire si vous leur posez une question, ils vous emmènent, ils vous font des réponses dilatoires, des réponses générales. Vous leur dites, écoutez, comment ça va? Ah ben vous savez, ça va jamais très bien, ça va jamais très mal, vous savez ce que c'est la vie, c'est comme ça. Alors, quand vous parlez avec eux, dans les premiers temps, vous vous dites, bah oui, mais voilà, c'est une conversation banale. Mais si vous creusez, vous voyez qu'en fait, il s'agit d'une fabulation compensatrice. C'est-à-dire qu'ils fabulent, ils vous racontent des histoires pour compenser le fait qu'en fait, ils ne savent pas répondre à la question. Alors bien sûr, il y a aussi des tests psychologiques, on peut leur faire dessiner des petits carreaux, leur faire répéter des chiffres, leur faire répéter des lettres, des mots. Tout ceci peut nous aider. Mais je dirais que quand vous vous rendez auprès d'un patient ou quand vous recevez un patient, la première approximation, c'est très difficile de demander à un monsieur d'un certain âge et d'une certaine qualité de commencer à faire des petits dessins. Ça ne le met pas en confiance. Il vaut mieux faire une discussion à bâton rompu et essayer, avec un sens clinique, de faire le diagnostic. Il y a deux modes de diagnostic fondamentaux. C'est d'une part l'électroencéphalogramme et l'imagerie du cerveau, l'imagerie notamment l'IRM du cerveau qui montre, comme je vous le disais tout à l'heure, une atrophie cortico-sous-corticale, c'est-à-dire une fonte du cortex cérébral qui explique les troubles cognitifs, puisque le cerveau s'amincit, donc il perd de l'efficacité. Et d'autre part, toute la gamme, toute la panoplie de ce qu'on appelle les tests neuropsychologiques, qui sont alors faits par des spécialistes de ce genre de choses, qui sont des entreprises un petit peu compliquées, qui durent 2-3 heures, pendant lesquelles on fait subir aux patients toutes sortes de tests de verbaux, de langage, de calcul, de dessin, etc., pour essayer de déterminer quels sont les secteurs dans lesquels il est le plus handicapé. Il faut essayer dans les premiers entretiens de ne pas recourir à autre chose qu'au dialogue, à la gentillesse, etc., et faire le diagnostic en douceur sur le plan clinique. Mais je dirais que le grand problème de l'Alzheimer, à partir d'un certain moment, devient le problème de la famille plus que le problème du patient lui-même. Parce que le patient lui-même, souvent, au bout d'un certain temps, ne se rend pas parfaitement compte, ou alors il se rend compte par intermittence de son état. Mais la famille, elle, souffre beaucoup des troubles du comportement parce qu'on ne peut pas le laisser seul, ou la laisser seule. On ne peut pas lui donner les clés de la maison parce que soit elle les perd, soit elle s'en va, soit elle laisse la porte ouverte. On ne peut pas, si vous voulez, lui confier les enfants à garder parce que si ça se trouve, c'est l'inverse qui va se produire, ce sont les enfants qui devront garder la personne. On ne peut pas prévoir ce qu'elle va faire et là, il y a deux types de moyens. D'une part, il faut que cette personne soit constamment, en quelque sorte, gardée. Et là, ou bien on met, comme je dis toujours, le patient ou la patiente dans une maison spécialisée, ou bien on met la maison spécialisée à la maison. C'est-à-dire on monte une PME pour qu'à la maison, il y ait 24 heures sur 24 quelqu'un qui donne les médicaments, qui s'assure que la personne a mangé, s'est lavée, s'est soignée, s'est peignée, s'est habillée, etc. Et puis, il faut aussi prendre des mesures médico-légales. Et il y a là tout un arsenal de mesures. En France, par exemple, ça s'appelle les mesures de tutelle, de curatelle, de protection, de sauvegarde de justice, qui permettent, si vous voulez, de prévenir et de sauvegarder la personne dans le cas où un malveillant abuserait de sa faiblesse et viendrait lui faire signer des chèques pour des montants monstrueux, etc., ce qui mettrait la famille entière dans une situation très difficile. La personne signant des chèques sans se rendre compte de ce qu'elle fait, parce que, évidemment, à ce stade d'évolution, 1 million d'euros ou 1 million de francs, c'est la même chose, souvent pour les personnes âgées. 1 million de francs, c'est pas pareil, d'autant plus que 1 million de francs, ça peut être des anciens francs. Donc 1 million de centimes, c'est pas grave, 1 million de francs, c'est déjà plus grave, 1 million d'euros, ça devient vraiment très grave pour l'équilibre économique de la famille. Donc si vous voulez, il est important de mettre en place des mesures de sauvegarde de justice pour que aussi bien les banques que même des achats inconsidérés soient en quelque sorte par avance protégés. Ça, je dois vous dire qu'effectivement, une partie de mon activité consiste à aider moralement et psychologiquement les conjoints, les enfants, parce qu'aujourd'hui, la durée de vie s'allongeant, nous avons affaire à des enfants qui ont 50, 60 ans, ce n'est pas des enfants qui ont 18 ans ou 12 ans. Et par conséquent, ce sont des gens qui sont actifs, qui ont du travail et qui sont débordés par le fait qu'ils ont un problème constant à gérer pour les vacances, pour les week-ends, pour la vie quotidienne. Et ça devient très compliqué et souvent ça leur sape le moral. Et on est obligé de les aider, alors là, véritablement, parfois même par des médicaments pour leur remonter le moral. Eh bien, d'abord, je dirais s'entourer
de toute l'aide nécessaire sans sous-estimer le problème. Deuxièmement, ne pas chercher à contredire la personne, c'est-à-dire toujours aller dans son sens, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de lui dire « mais tu viens de me poser la question », ce n'est pas la peine. Et troisièmement, suivre les conseils des médecins et ne pas hésiter à mettre la personne d'abord sous traitement, parce qu'on peut se traiter, non seulement, on ne peut pas beaucoup traiter la maladie elle-même, sauf avec quelques médicaments, comme je l'ai dit, qui retardent l'évolution, mais on peut traiter les effets secondaires, on peut traiter l'agitation, l'insomnie, l'énervement, la petite dépression, le manque d'appétit, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et puis surtout, ne pas hésiter, si vraiment c'est nécessaire, à mettre la personne en milieu spécialisé, parce que là, vraiment, c'est ce qu'il y a à faire lorsque la vie devient impossible pour la famille.